Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour Marianne, bienvenue sur le podcast Humain. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur un sujet passionnant parce que tu as aussi une vie singulière et le thème du podcast c'est la singularité des parcours. Tout d'abord, comment vas-tu ? Je vais très bien aujourd'hui, merci Laurent. Voilà, parfait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, sachant que, comme d'habitude, tous les liens te concernant seront dans la descriptif de l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient prendre contact avec toi, mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de toi ? En quelques mots. Voilà, je m'appelle Marianne, j'ai 49 ans, je suis née au nord d'Allemagne et après mon baccalauréat, donc j'ai quitté mon pays. Je suis allée au départ aux États-Unis pour un peu découvrir une langue étrangère ou ici un peu, un autre pays. Et après, je suis retournée en Allemagne pour étudier en fait l'économie dans le domaine de sciences économiques et ressources humaines avec une science aussi internationale. Et qu'est-ce que j'ai fait après ? Donc, vu que il s'agissait en fait des études en partage avec les langues étrangères, notamment le français et l'anglais, j'ai aussi déjà passé pas mal de temps pendant mes études et après en France, en travaillant ici pendant mes études. Donc, c'était un peu des échanges. Et donc après mon première expérience professionnelle, j'ai eu au sud d'Allemagne, dans le secteur du sel, où j'ai eu la grande chance à faire un programme de trainee. C'est un peu moins connu, je crois, en France qu'en Allemagne, mais ça a été très bien parce que j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager et découvrir des départements différents dans une entreprise. Et depuis 2003, finalement, j'habite déjà au Luxembourg, où j'ai travaillé dans 2 secteurs principalement différents. Donc, premièrement, dans un secteur automobile, pendant plus que 10 ans, et aussi pendant des années dans le secteur public, notamment dans la santé. Et et depuis 3 ans environ, je suis en train de mettre en place mon projet entrepreneuriat qui en fait en particularité se concentre premièrement à s'axer aussi sur mes expériences professionnelles que j'ai eues dans les secteurs différents dans les ressources humaines et d'autre part aussi dans mes formations supplémentaires que j'ai commencé à faire environ il y a 10 ans où on s'est rencontrés dans la formation de coach professionnel où je me suis spécialisée sur la résilience et les dernières années, notamment sur la pleine conscience. Oui. Alors, ton entreprise s'appelle Go Mindful. Go Mindful, oui. Ouais, voilà. Donc, essentiellement orientée vers la pleine conscience. Revenons un petit peu en arrière sur tes expériences professionnelles. Tu as été, est-ce que tu as voyagé aussi ? Je sais que tu viens de nous dire que tu avais voyagé durant tes études. Est-ce que tes expériences professionnelles dans les groupes pour lesquels tu as travaillé, dans un premier temps, avant de travailler dans le secteur de la santé, t'ont amené aussi à voyager, à faire des voyages ou intervenir dans différents pays ? Voilà, je suis en fait beaucoup voyagé, c'est vrai, déjà en Allemagne. Par contre, ça n'a pas été vraiment les voyages à l'époque au niveau d'international, ça a été un peu partout dans l'Allemagne. Et vu que je suis née au nord d'Allemagne, donc toutes mes premières années, j'ai passé en fait à la côté d'Autriche en fait, dans la Bavière, vraiment dans les Alpes. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Et même si on est dans le même pays, c'est complètement différent et c'était très chouette ailleurs. Ouais.
Après... La Bavière, c'est magnifique pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite vraiment à aller visiter. Moi, j'y ai des attaches aussi. J'aime beaucoup cette région. Oui, voilà, moi aussi. En fait, j'ai vraiment découvert et j'ai travaillé dans le domaine du sel. Donc, ça a aussi été une très grande aventure et complètement différent parce que soit je me suis retrouvée sur la montagne ou en dessous de la montagne. Voilà, vraiment 300 mètres en dessous de la montagne pour découvrir comment on produit le sel. Mais voilà, après, pour répondre à ta question, pour les voyages, donc j'étais, voilà, comme j'avais déjà dit, aux États-Unis. Après, j'ai passé du temps en France pour mes études, mais aussi pour mon premier travail, en fait. J'ai passé environ 1 an à Mulhouse à travailler dans un cabinet international qui a été ouvert. Voilà, et ça a été aussi ma première expérience professionnelle que j'ai beaucoup aimé à mettre en place un peu ma pratique de langue à l'époque. Voilà, après... les voyages, par contre, pour les entreprises au Luxembourg, ça n'a pas été pas trop le cas. Même si j'ai travaillé dans les très grands groupes, surtout pour l'automobile, j'étais plutôt la personne de contact au Luxembourg qui avait beaucoup mis le know-how dans les autres sites. Voilà, qui avait transféré un peu. Voilà, on avait développé ici et on avait transféré. Donc tu parles 4 langues, ça, c'est quelque chose qui a été plus facile. Tu parles très bien français. Hein. Souvent, si tu le dis. Oui, les auditeurs vont s'en rendre compte de toute manière. Donc tu parles très très bien français. Et alors, ça c'était ta vie professionnelle. La question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser et comment tu es passé de cette vie professionnelle dans de grandes entreprises, dans le domaine de la santé, dans le domaine public, tu avais des postes et des fonctions, des responsabilités importantes dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui t'a amené un jour à partir vers le projet de l'entrepreneuriat et de t'intéresser, somme toute, aujourd'hui tu accompagnes des personnes qui ont perdu leur emploi, tu accompagnes des personnes et des groupes aussi sur comment mieux vivre le stress. Tu accompagnes des jeunes aussi. D'où est venue cette idée et comment on passe d'une vie de manager dans de grandes organisations à accompagnateur des personnes qui sont en recherche soit d'une nouvelle voie, soit d'eux-mêmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Donc déjà, comme j'ai commencé à travailler en Allemagne, donc il y a très longtemps, plus que 20 ans, j'ai été tout de suite très attachée par rapport au développement des ressources humaines. Et j'ai travaillé en Allemagne et après aussi au Luxembourg avec un cabinet, surtout un cabinet et des gens avec lesquels j'étais en relation pendant très longtemps, et qui ont eu une approche de formation et coaching très innovatif. Donc ça n'a pas été pas très frontal, au contraire, ça a été très en pratique, très dans les sentiments, de comprendre vraiment ce qui se passe avec les individus et aussi en échange dans les équipes. Donc ça m'a toujours très fascinée par le sujet. Mais j'avais toujours un peu la croyance, il faut d'abord d'avoir travaillé, d'avoir accompagné les individus et les équipes dans des fonctions dans les entreprises avant qu'on puisse vraiment le faire soi-même dans son rôle aussi professionnel. Et voilà, ça c'est déjà une chose que j'ai eu ça toujours dans ma tête. Et voilà, il y a déjà presque 10 ans, j'ai fait aussi ma formation en coaching professionnel, notamment aussi avec toi. Et par contre, il y a 10 ans, je me suis sentie encore trop jeune. J'ai dit non, c'est pas encore le moment pour moi. Aussi, mes enfants encore trop petits.
Et donc, c'est juste pour expliquer que l'idée existait déjà depuis longtemps et mon cheminement pour un peu acquérir, je veux dire, des compétences, j'ai déjà commencé à mettre en place depuis très longtemps. Et aussi dans les entreprises, j'ai toujours un peu commencé à chercher d'être les co-formateurs, comme les formateurs externes sont devenus pour accompagner les gens à interne. Donc, ça a été toujours, voilà, une volonté de ma part. Par contre, l'idée maintenant avec la résilience, il y a 10 ans, notamment aussi dans mon mémoire que j'avais écrit dans cette formation dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été après la crise économique en 2009. Et j'ai lu pour la première fois, comme responsable du talent management à l'époque, les mots résilience dans les magazines très connus en Allemagne. Comment les gens ont pu, avec succès, vivre la crise économique à l'époque. C'était quelles caractéristiques, soit les individus ou les organismes, ils ont eu pour se bien mettre dans sa peau après la crise à nouveau. Donc ça a été un sujet qui m'a beaucoup fascinée, mais aussi de point de vue responsable de développement ressources humaines, car il a été toujours dit, il y a des caractéristiques héritées, mais aussi en même temps développées. Donc je dis, mais c'est quoi qui fait en sorte que les personnes sont capables à surmonter les situations très difficiles et éprouvantes dans leur vie. Donc, j'ai beaucoup, comme tu te souviens, j'ai beaucoup étudié très sérieusement les sujets et j'ai toujours continué à m'intéresser à la psychologie positive, comme on dit. Mais en même temps, pourquoi après, j'ai aussi commencé à mettre mon propre entreprise en place, qui s'occupe surtout de la résilience et aujourd'hui de la pleine conscience. J'ai aussi beaucoup fréquenté, malgré j'ai eu des postes très intéressants, très riches, avec beaucoup de responsabilités depuis presque mon premier jour en arrivant au Luxembourg. J'ai eu aussi j'ai fréquenté aussi des situations très difficiles au travail. Donc, je dis même, sans aller peut-être trop en détail, mais brutal même. Brutal, où malgré mes compétences, je dis en général, d'être ouverte, curieuse, aimer bien réfléchir et à trouver des solutions moi-même, à un moment donné, et je dois même dire dans les 2 entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, à un moment donné, et surtout dans ma deuxième expérience professionnelle, à un moment donné, j'ai plus eu des ressources moi-même à m'en sortir. Et maintenant, on peut se poser la question, mais comment c'est possible? Quelqu'un qui étudie, qui a normalement de vue très positive et dynamique aussi. Bon, dans le stress, il faut savoir, il n'y a jamais qu'un facteur qui arrive. Il y a toujours plusieurs facteurs qui arrivent en même temps. Et dans ma situation personnelle, il y en avait plusieurs facteurs qui se sont déroulés en même temps dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle et qui m'ont mis un peu mes batteries à plat. Et voilà, et j'avais pas trop compris, mais vraiment le dernier clic et la dernière goutte, je dis, comme on dit, je crois aussi en français, qui ont fait enverser ou traverser la vase. La goutte qui fait déborder le vase. Voilà, ça a été vraiment une façon brutale, méchante, accompagnée avec beaucoup de mensonges et brutalité par rapport à un ancien responsable de moi-même. Et voilà, et vraiment, ça m'a tellement touchée et blessée. Maintenant, avec un peu de distance, je dis, mais pourquoi ça m'a autant blessée? Mais ça m'a autant blessée parce que ça a blessé ma lame. Ah, oui. Vraiment, comment on peut être tellement méchant et faire des choses derrière le dos? Voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Donc, en fait,
ça fait 10 ans, parce que souvent on s'interroge, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelqu'un va quitter le monde de l'entreprise pour créer sa propre entreprise. Souvent, ça ne remonte pas à l'instant, mais ça remonte à des années en arrière, des projets qui a maturé, on étudie, on travaille. Je le dis à nos plus jeunes auditeurs, même si à l'idée, moi j'ai eu cette idée aussi, j'avais une trentaine d'années ou un peu plus, grâce à la rencontre d'un mentor. Il m'a fallu plus de 10 ans aussi pour passer le pas, dans des circonstances moins brutales peut-être que celles que tu décris. Et donc tu as étudié, en particulier tu t'es intéressé suite à la crise de 2009 qui nous a tous touchés. Bien, vous voyez comme quoi les crises, voilà, ça revient aussi quelquefois. Tu as étudié la résilience, c'était vraiment un sujet. Et pour autant, toi, quand ça t'arrive d'avoir des difficultés professionnelles, et tu parlais d'être blessé dans tes valeurs ou dans ton âme, avec un management brutal, en tous les cas tu l'as vécu comme ça, t'as décidé de passer le cap. En fait, tu as décidé de passer le cap, même en connaissant les processus de résilience, c'est à ce moment-là que tu as décidé de passer le cap, parce que tu as été impacté, en fait. C'est ça ? Ça a été le déclic qui fait qu'aujourd'hui tu as créé Go Mindful ? Voilà, et aussi, ça, c'est tout à fait, tu as tout à fait raison, mais aussi, je l'ai vu chez moi-même, mais je l'ai vu aussi par rapport à beaucoup de mes collaborateurs et amis au travail. Dans toutes les années, j'ai travaillé au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un très beau pays, petit, etc. Mais j'ai vu, dans toutes les années, j'ai observé, les gens n'osent pas. Ils ont tellement dans la peur de perdre leur emploi et il y a, en fait, souvent les employés sont presque utilisés comme les instruments. Et on les met tellement sous pression, et pas que pression, mais aussi les menaces. Si tu ne performes pas une telle manière, tu sais, tu peux toujours perdre ton emploi. Et de temps en temps, on sait bien, il n'y a pas toujours les deux qui travaillent. De temps en temps, on dépend constamment, complètement toute une famille d'un salaire. Et quand même, ça crée beaucoup de peur. Beaucoup de peur, beaucoup de pression. Et aussi, en même temps, beaucoup de conflits. Et surtout, comme j'avais déjà dit, après les années de la crise déjà en 2009, comme il y avait beaucoup des employés salariés qui ont perdu leur emploi, après, il faut pas croire que ça ne change pas des relations entre les personnes, parce que le licenciement, il y avait une habitude que j'ai pas trop connue dans le marché de l'emploi avant, qu'un peu en silence, petit à petit, d'autres personnes, après la crise, un jour à l'autre, ils étaient, disparus, plus là. Oui. Et ça, c'était un peu une pratique qui s'est installée jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et moi, je l'ai vu dans les ressources humaines. J'étais jamais trop responsable des sujets là-bas. J'étais plutôt dans le développement personnel, organisationnel. Par contre, j'étais en contact avec les gens. Je les recrutais d'abord. Et après, j'ai vu les partir. Et j'ai vu le malaise. Et j'ai eu cette malaise, pas que au niveau professionnel de la voix, mais j'ai eu aussi cette malaise moi-même parce que j'étais aussi impactée. Et peut-être dans les ressources humaines, de temps en temps, on est même impacté de plusieurs axes parce qu'on est aussi deux humains et on est un peu obligé de temps en temps à suivre les ordres quasiment qui ne sont pas en lien avec nos valeurs. D'accord. Ton travail, tu parlais de ton travail, le travail que tu as fait sur la résilience, je ne me souviens plus, tu l'avais fait en français ou en anglais ? Je l'ai écrit à l'époque en anglais. D'accord. Et est-ce qu'il est disponible en ligne quelque part ? Est-ce qu'on peut le trouver facilement ? Oui, il était toujours disponible, tu sais, sur le site ICN Business School. D'accord, ok. Oui, on peut le trouver en libre lecture sur le site ICN Business School, donc icn-artem.com, pour ceux qui ne connaissent pas.
et / coaching. Voilà. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu accompagnes donc différents publics. Tu peux nous dire un mot de ton activité ? Voilà, peut-être c'est qu'il est important d'abord encore de comprendre comme j'ai quitté mon dernier employeur, donc j'étais dans comment on pourrait dire, dans un faible état de santé, oui. Épuisé, blessé, et aussi un peu, comment est-ce qu'on dit, on pourrait presque dire désorienté parce que j'ai beaucoup aimé mon travail, mais je savais aussi maintenant, il y a déjà quelques années, que je n'arriverais plus, en tout cas à l'époque, à refaire le même travail, et j'ai dû charger mes batteries. Et d'abord, j'ai fait pendant 1 an une formation herboriste où j'ai passé beaucoup de temps pour collecter en fait les plantes sauvages, les herbes sauvages dans la nature. Et La nature est très importante pour toi. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter ton site en préparant cette émission et j'ai vu combien la nature était importante. Elle était toujours importante pour moi, mais je veux dire, c'est grâce à cette expérience dans la nature d'être dans le calme et se représenter un peu dans l'instant que j'ai découvert la pleine conscience qui est pour moi-même un peu un cheminement logique qui s'est mis en place après avoir beaucoup étudié la résilience. Parce que même déjà il y a 10 ans, la résilience reste un modèle très théorique. Et malgré, il y a beaucoup de concepts pratiques qui se sont développés pour mettre la résilience en formation, beaucoup plus profond, pour moi, c'est aujourd'hui la pleine conscience et surtout la formation systémique qui a été développée par des très grands chercheurs ailleurs dans le monde pour enseigner en fait la pleine conscience dans notre contexte ici occidental. Et je l'ai dit maintenant, avant de répondre encore précisément sur ta question de tout à l'heure, parce que comme je me suis arrêtée de travailler et j'étais dans la nature et je me suis permis à me retrouver, à retrouver ma force, peut-être une force beaucoup plus importante aujourd'hui que j'ai jamais eue dans ma vie, surtout parce que je sais dire non, arrête, c'est trop aujourd'hui. J'étais en contact avec l'instant, avec tous les sens dans la nature et je me suis intéressée. Après, tu vois un peu ma caractère. Pourquoi ça me fait tellement du bien? Est-ce que c'est vraiment que la nature ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Donc, et à travers à faire la lecture, donc je suis tombée sur le sujet de la pleine conscience que j'ai pu déjà en principe découvrir il y a 10 ans où j'ai étudié la résilience, mais ça a été encore beaucoup moins connu et beaucoup moins de livres ont été ou des rapports scientifiques ont été publiés. Donc, je l'ai pas vu en fait, parce que ça a été inconnu. On voit ce qu'on connaît et je l'ai pas vu. J'ai passé. Et en même temps, à cette époque-là, je me suis acheté aussi mon chien qui m'avait beaucoup accompagné, qui est aussi ailleurs un chien de truffle. Donc ça a été rigolo. J'ai cherché mes plantes et lui, il a cherché un peu dans la terre. Et donc, je me suis vraiment, mais par contre, cette image va très bien avec la terre. J'ai vraiment permis à mettre mes pieds à nouveau sur terre. Tu comprends ce que je veux dire? À me fonder à nouveau avec mes valeurs, avec mes racines, pour me poser des questions, qui je suis et qu'est-ce que je ne veux surtout plus dans ma vie. D'accord. C'est ça. Tu as fait d'une grande difficulté et d'un épuisement professionnel, tu as réussi à te ressourcer à travers l'observation, la nature et à comprendre ce qui était bon pour toi, c'est ça en fait. C'est ça. Et après, j'ai découvert, c'est pas un hasard, il y a la pleine conscience que je vais pratiquer intuitivement, mais aussi, ce que je dois dire, peut-être tu ne sais pas, j'avais en fait des symptômes psychosomatiques à cause du stress. Oui. J'ai eu une blessure, une infection dans mon pied
Donc, je n'ai pas pu au départ marcher beaucoup. Donc, j'étais très lente parce que je n'ai pas pu marcher beaucoup plus vite au départ. C'est intéressant, en fait, d'une difficulté, de double difficulté, y compris celle de marcher, ça t'a obligé à ralentir et donc être un peu plus dans l'observation. Quelquefois, on a des difficultés de vie dont on ne comprend pas le sens et qui nous guident vers quelque chose de plus positif si on regarde aujourd'hui où tu en es, en fait. Et en plus, ce qu'il est aussi très, très intéressant à cette image, je disais toujours à l'époque que je n'arrive plus d'y aller au travail parce que c'est trop dur et c'est trop blessant et l'environnement c'est trop toxique, il y a vraiment des choses qui n'y vont pas. Et d'un jour à l'autre, je n'arrive vraiment plus à marcher. C'est vraiment mon corps qui m'envoie les signes. Si tu t'arrêtes pas maintenant, mais complètement, je sais pas ce qui va se passer. Et souvent, beaucoup de personnes qui font des épuisements professionnels qu'on appelle burn-out sont des personnes qui ne le sentent pas venir et c'est le corps qui va faire en sorte que j'ai connu des personnes qui tout d'un coup se mettent à pleurer sans raison, d'autres qui n'arrivent plus à se lever de leur bureau, d'autres qui font des malaises. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, parce que quelquefois des dirigeants ou des managers que j'ai pu accompagner dans ma vie culpabilisaient comme si ça avait été un signe de faiblesse. Or, en réalité, c'est souvent leur énergie, l'engagement qu'ils ont pu mettre dans leur travail qui les conduit à cet épuisement. C'est ça. C'est ça. Et tout ça aussi, voilà, pour encore revenir un peu par rapport à ta question, parce que tu m'avais demandé qui j'accompagne aujourd'hui et aussi pour quelles raisons. Donc, j'ai déjà vu pendant des années la mal à l'aise, je dis ça comme ça maintenant, au travail, mais je l'ai aussi vu chez moi-même. Et j'étais très fascinée par rapport au sujet de la résilience, de la nature, comment la nature peut devenir un facteur de protection de la résilience pour nous-mêmes, aussi mon petit chien en même temps, un peu tout. Et tous les sujets ont commencé à se mettre un peu, se lier et se mettre en place avec mes idées que j'ai déjà eues il y a très longtemps, comme je t'avais expliqué. Peut-être travailler un jour aussi plus moi-même, au lieu de travailler dans la conception, aussi moi à accompagner plus les gens. Et voilà, et après, j'ai étudié donc pendant des années la pleine conscience. Ce sont des très grandes formations. Et je me suis dit, maintenant, ça y est, j'ai trouvé mon sujet. Et ce qui m'a guéri, je crois aussi vraiment, et comment j'ai retrouvé mon ancienne force, et j'y vais même encore plus loin, je crois même une force plus majeure qu'avant, c'est que j'ai transféré cet petit épisode de blessure et crise, point, dans ma vie, dans une force. Et une force, pourquoi? Parce que si on accompagne les gens et on n'a jamais subi quoi le stress ou la brutalité et plusieurs facteurs dans la vie tristes peut faire en même temps sur soi-même, par rapport à une lecture, c'est très difficile. On peut avoir les techniques, mais on n'a pas vraiment, on ne partage pas trop empathiquement ce qui s'est passé avec les gens que j'accompagne aujourd'hui. Et comme j'ai déjà senti vu dans mes responsabilités de ressources humaines avant, et j'ai donné souvent des conseils, on était trop dans les processus tout le temps. Et j'ai dit, mais que des processus, c'est pas bien, parce qu'il y a aussi les humains derrière, encore les humains, les acteurs qui doivent après faire les tâches. Et si ils se sentent très mal à l'aise, on peut faire autant de beaux flipcharts, etc. et dessiner, il y aura une mal à l'aise. Et donc, par rapport à toutes mes expériences et les techniques et la curiosité à découvrir, voilà, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai peut-être trois axes principaux. Donc, j'ai des clients privés. Voilà, vraiment des gens privés qui me téléphonent, qui ont entendu de parler de moi,
qui savent que j'ai bien le double axe d'avoir travaillé aussi pendant 20 ans au Luxembourg, que je parle aussi les langues. Ça aussi, alors tu travailles en 4 langues, hein, c'est ça? Je suis capable à travailler en allemand et luxembourgeois, vu que j'habite Bien depuis sûr. 20 ans ici. Et je suis mariée avec un luxembourgeois, donc ça parle que luxembourgeois à la maison. Voilà, le français, ça va, et l'anglais. Okay. J'ai étudié l'anglais, et l'anglais, ça a été aussi la langue professionnelle pendant toutes mes premières 12 ans au Luxembourg. Ouais. Donc, ça veut dire que tu es capable d'accompagner en 4 langues. Voilà. D'accord. Oui, alors, je t'ai coupé sur les personnes que tu accompagnes. Voilà, donc ce sont les gens privés en coaching, mais aussi j'ai des cours dans la pleine conscience qui se déroulent entre 6 et 10 semaines, ça dépend des formules. Et aussi, normalement, il s'agit des adultes, mais j'ai commencé et je suis justement en train de me faire former aussi pour pouvoir accompagner les jeunes dans la pleine conscience, parce que comme on entend partout, les jeunes ont beaucoup de difficultés avec la pandémie actuellement. Donc, je me suis dit, comme j'ai aussi accompagné déjà les jeunes dans les entreprises, notamment les apprentis, les étudiants, les stagiaires, etc. Et j'avais aussi déjà un peu des formations particulières pour pouvoir le faire à l'époque de l'entreprise. Je me suis dit, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Ça peut être très intéressant. Et donc ça, c'est une sorte de clientèle. Après, je travaille beaucoup avec des centres de formation, ensemble, notamment au Luxembourg. Et aussi, c'est tout nouveau. Et là, j'en suis très fière parce que je travaille à partir de l'automne avec l'Université de Trèves ensemble pour, au premier part, à mettre la pleine conscience en place pour les étudiants de la domaine économie. Donc, les masterclass à la fin, donc 5e année. Donc, ça, c'est tout nouveau et je trouve c'est formidable. J'adore ce projet-là. Et je travaille aussi, bien sûr, avec les entreprises. Alors, dans la prévention du stress ou dans... Je me suis spécialisée pour l'instant parce que je trouve les coachs ou formateurs, n'importe qui font un peu tout et n'importe quoi, c'est pas bien. Je me suis dit tout de suite au départ, malgré mon grand chemin dans les ressources humaines, c'est un peu mon background, comme on dit. Par contre, mes spécialisations, c'est vraiment le stress, la gestion du stress. Et c'est un très, très grand sujet, la gestion du stress, parce que ça concerne beaucoup de domaines, avec la pleine conscience et aussi avec un leadership attentif, consciente. On dit souvent, on utilise le mot anglais mindful leadership, parce que ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup, le mindful leadership concerne la personne au lieu, comme à l'époque, souvent dans le leadership, on avait plutôt parlé, c'est quel style de leadership on a besoin pour gérer les autres. Mais il s'agit plutôt à gérer soi-même avant de gérer les autres. Alors, et donc, comment, nous sommes... en tant que manager, en 2 mots, comment je peux développer cet état de pleine conscience dans mon leadership ou plutôt avoir le leadership de moi-même? Voilà, c'est un peu ça, le auto-leadership. Et là, comme on parle de stress, c'est quoi le stress? Donc, il y a les facteurs externes, mais aussi internes. Et interne, on parle dans la pleine conscience, donc on parle de la conscience. On regarde surtout qu'est-ce qui me stresse moi-même. Donc, c'est la gestion des émotions, la gestion des pensées, la gestion de ces impulsions ou de ces actes, de devenir plus en lien avec ses valeurs et besoins. Et une des techniques, souvent on croit qu'il y a une seule, mais c'est pas vrai, mais une des techniques quand même, c'est la médiation. Et la médiation, tout le monde qui a déjà essayé La méditation. La méditation, oui. Et tout le monde qui a déjà essayé de le faire pendant 1 minute, c'est comment c'est difficile. Oui. Parce que les pensées, tout de suite, ils vont dans tous les sens. Donc, on comprend beaucoup plus l'humain. Et en comprenant beaucoup plus humain et soi-même,
Donc, et c'est ça qui est intéressant, on commence à travailler sur soi-même, on a beaucoup plus la facilité à comprendre autrui. Parce que comment moi je fonctionne par rapport à mes facteurs de stress, mes émotions, etc., c'est universel. Oui. En fait, si je comprends comment ce qui me stresse personnellement, je peux mieux comprendre peut-être l'attitude de mes collègues ou le comportement de l'un ou de l'autre qui m'entoure, voilà, que je pourrais presque juger agressive, alors que peut-être c'est lié à un fort stress interne. Voilà, okay. Voilà. Et c'est pour ça aussi la pleine conscience, c'est qu'il est intéressant à savoir. C'est une des pratiques, formations avec lesquelles on apprend vraiment l'intelligence émotionnelle. Oui, alors je renvoie, ça va, petit clin d'œil, je renvoie à l'épisode numéro 1 sur Mélanie, qui était sur l'intelligence émotionnelle. Je vois que tu l'as écouté parce que tu me fais un petit pouce comme ça, voilà. Et puis, naturellement, je renvoie nos auditeurs sur l'épisode avec Raphaël Cardon et celui avec Yves Richet, qui sont assez complémentaires. C'est intéressant ce que tu es en train de dire, en fait. Parce que voilà, il y a les sujets qui se lient un peu, ouais. Voilà. Ouais. Alors, oui, qui se lie, notamment Yves, sur l'observation de la nature et l'observation des différences et cette notion de forte observation de ce qui est. Concrètement, si je suis manager dans une grande organisation, c'est une question qui revient souvent chez moi, je suis manager dans une grande organisation, je ne trouve pas de temps pour moi. J'ai l'impression d'être sous pression permanente, je pars tôt le matin, j'ai les embouteillages, j'arrive au bureau, j'ai déjà 20 mails qui m'attendent, qui sont arrivés dans la nuit, j'en ai peut-être 50 qui vont arriver dans la journée, j'ai des meetings, des réunions, etc. Comment la pleine conscience peut-elle entrer là-dedans et en quoi, je vais reprendre un mot habituel chez moi, quels sont les trucs que tu pourrais me donner, ou les tips, pour faire en sorte que finalement ça se passe, je progresse et peut-être que je ralentisse ou que je sois plus observateur de mon environnement. Mm-hmm. Donc déjà, c'est qu'il est peut-être important de savoir la pleine conscience, ni pour les formateurs et ni pour les participants, c'est pas quelque chose qu'on apprend rapidement. Nous avons besoin un peu de temps et c'est pour ça qu'il y a des formations systémiques qui ont mis en place et qui durent déjà une formation de base pour les participants. Je ne parle pas maintenant pour les formations pour les formateurs. Ça dure au moins 8 semaines. 8 semaines. Et, donc, tu es en train de me dire, quelqu'un qui, comme moi, n'a pas beaucoup de temps, il faut que je consacre 8 semaines. Oui, mais peut-être les 8 semaines les plus importantes dans toute ta vie. D'accord. Parce que ça change tout. D'accord. Et je te jure, pour moi, ça a changé vraiment ma vie complètement. Et je ne parle même pas que de ma vie, je parle même de la vie de toute ma famille et de mes entourages avec lesquels je partage constamment le point de vue de la pleine conscience. D'accord. Mais quand tu dis 8 semaines, c'est 8 semaines complètes ou c'est des modules? Pas du tout. C'est une fois par semaine. Ah, ok. Voilà, ça va déjà mieux. Déjà. Voilà, 8 semaines. C'est une fois par semaine. Et une séance en groupe. Ce sont des séances en groupe, mini-groupe même. Oui. Ça dure entre 2h30 et 3h. Oui. Au départ, on commence toujours avec un entretien individuel. Moi, avec la personne, pour bien comprendre et cerner les difficultés dont on ne parle plus trop en groupe après. Parce que tout le monde arrive pour soi-même. Et il y a un partage, mais chacun choisit son partage par rapport à son parcours. Parce qu'il y a souvent les gens qui viennent, ils ne sont pas bien dans la peau. Et ils ne sont pas tout de suite ouverts à partager avec les gens encore inconnus. Donc c'est 8 semaines. Et on peut toujours encore ajouter une journée complète de la pleine conscience où il n'y a que la pratique. Mais dans mes cours, c'est volontaire, on n'a pas besoin de le faire, c'est plutôt une façon à rester en contact avec le groupe et la pratique. Par contre, ce qui est important, il y a une fois la semaine l'investissement 2h30 jusqu'à 3h.
et au départ le petit coaching avec lequel on commence le cycle de formation. Mais les participants sont demandés de pratiquer et à faire un peu leur devoir, mais je l'appelle plutôt le temps pour eux-mêmes, à la maison. La pleine conscience, c'est quelque chose qui s'installe avec la pratique. C'est surtout la pratique et de comprendre de où mon stress vient. Une fois que je comprends le mécanisme, il me faut pratiquer pour finalement garder ce fil ou progresser dans la pleine conscience. Voilà, c'est vraiment, parce que comme souvent les gens m'ont déjà dit, oui, j'ai déjà lu un livre, mais je comprends pas trop. Et c'est normal qu'on ne comprend pas trop, parce qu'il nous faut cette formation et aussi un échange. On dit, il y a un vocabulaire, c'est le Sangha, c'est la communauté. Et ensemble, l'échange qui est très important pour mettre en place la pleine conscience et la pratique à la maison. Et dans ce cas-là, on travaille beaucoup avec les réflexes. Ils ont beaucoup d'outils aussi pour pratiquer dans la semaine. Et aussi, et ça c'est un outil qui est très important, un journal réflexif. Oui, c'est très important. J'en parle souvent de la tenue du journal autoréflexif. Oui. Alors, tu Go Mindful, c'est au Grand-Duché, mais j'ai vu sur ton site, je le dis parce que, et j'en profite pour remercier nos auditeurs, parce que je vois maintenant, nous avons des auditeurs. Alors pas beaucoup, j'en ai un en Chine, j'en ai quelques-uns en Espagne, et pour eux c'est loin, et puis naturellement dans toute la France, pour eux c'est loin de venir à Luxembourg. Mais j'ai vu sur ton site que tu faisais, et ça m'a beaucoup interpellé, du à distance. Je me suis dit, tiens, on fait de la pleine conscience à distance. Voilà. Alors, tu peux nous en dire deux mots ? Oui, en fait, nous étions aussi très étonnés, mais il y avait un avantage avec la pandémie. Ça nous a permis à essayer un peu de nouveaux trucs et surtout vraiment des formateurs et des personnes scientifiques les plus connus, célèbres dans le monde, ils ont commencé tout de suite avec, comme la pandémie a éclaté en mars l'année dernière ici, avec des séances de la pleine conscience ou les retreats même, souvent via Zoom. Et moi-même, j'ai participé depuis mars. Il y avait une retreat avec Jon Kabat-Zinn, même de 13 semaines. Retraite, voilà. Oui, voilà. Et donc, je veux dire, par imitation, j'ai beaucoup appris et je me suis dit, ok, maintenant le Zoom, c'est devenu quotidien. On voit un peu comment ça fonctionne. Moi-même, je participe très régulièrement à des groupes pour pratiquer la pleine conscience parce que les formateurs, ils doivent aussi pratiquer, parce que sinon, c'est pas... C'est quelque chose qui est important. Les participants sentent est-ce que c'est la théorie ou la pratique aussi pour les formateurs. Et maintenant, avec aussi une formation dans le Mindful to Work, que j'ai fait encore une petite spécialisation l'année dernière, ça a été aussi sur Zoom. Et on n'était pas que formé au programme, mais on était aussi formé comment le faire à distance. D'accord. Et donc voilà, maintenant je me suis dit, oui, maintenant c'est un peu presque devenu quotidien. Je veux dire, maintenant ça ne nous fait plus peur. Très bien. Donc, je reprends, si je suis dans le sud-ouest ou le sud-est de la France, que je veux apprendre à travailler en pleine conscience, développer mon leadership par la pleine conscience, je peux aller sur ton site et je sais que je vais pouvoir aussi me former à distance. Voilà, c'est ça. C'est possible. Voilà, donc c'est possible. C'est possible et si on n'arrive pas à trouver un groupe, on arrive me fréquenter par Zoom, un vidéo call et de faire un échange. D'accord. Et là, comme tu m'avais demandé, quel outil est-ce que je pourrais donner aux responsables, etc., qui sont super stressés. Voilà, on commencera d'abord avec la base et après, il y a bien sûr des petits moyens
on peut faire pour se sentir mieux tous les jours, changer le rythme de jour. Et de temps en temps, ce sont des choses, je vais dire, très, très faciles. Hein. Comme on dit dans la pleine conscience, on dit aussi en anglais, on dit « it's simple but not easy ». Voilà, ça veut dire, hein, c'est simple, mais ça ne veut pas dire en même temps que c'est facile. Hein. Oui. Et, comme tout ce qui est simple, de manière générale. Voilà. Et un peu, c'est ça. Et moi, j'ai quelques kilos à perdre, c'est simple, il faut que je mange moins que ce que je consomme, enfin que ce que je brûle. Et donc, voilà. Mais ça, c'est simple à comprendre et pourtant, c'est pas facile à mettre en œuvre. Mais par exemple, une chose, on va regarder, c'est ce que je trouve vraiment, ce qui m'aide toujours, les premiers 3 respirations que je fais au départ de ma journée et à la fin de ma journée avant de m'endormir, c'est à me bien concilier avec moi-même. Et voilà. Et je dis ça veut dire au moment où je me réveille, je pratique un peu de respiration abdominale. Voilà. Et Jean-Pierre Jean-Pierre Henry en parlait dans son épisode. Un peu de respiration abdominale. Je prends conscience de moi-même. Et voilà, je vais démarrer ma journée mieux. Voilà, et je dis, et je me pose des questions. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'accord, donc tu fais de l'introspection en toi. C'est beaucoup de l'introspection, en fait. Au lieu de te lever, dire vite, il faut que je prenne mon café. Voilà. Okay. Et après, comme tu dis, on continue. Le café, comment tu consommes ton thé ou ton café le matin? Raphaël en parle dans un des épisodes précédents, Raphaël Carnon, en expliquant qu'il est important de prendre le petit déjeuner et d'être très attentif à son rythme et ne rien faire d'autre, pas regarder son téléphone ou sa tablette, pas être distrait. Et là, on parle de la pleine conscience informelle. D'accord. C'est informel. Comment on prend son thé, comment on prend son café, comment est-ce qu'on mange, comment est-ce que je me promène dans la nature. Oui. Tout ça, ce sont un peu des exercices informels, à se remettre en lien avec ses sens, à essayer à bien canaliser ses pensées. Et si on pense à autre chose, de se rendre compte, c'est quoi ce facteur de stress qui m'envoie toujours. Oui. Voilà. D'accord. Et voilà, on pratique un peu ça. D'accord. C'est simple, mais... Oui, mais pas facile. C'est simple, mais pas facile. Très efficace. Comment toi-même tu gères la pression? Comment tu fais toi pour gérer la propre pression? Alors, je sais que tu es une praticienne maintenant de la pleine conscience, mais voilà, comment toi tu fais quand tu stresses? Tu en as connu beaucoup, tu en as peut-être moins, ou en tous les cas il est différent. Comment est-ce que toi, tu fais pour gérer ta propre pression? Déjà, je dis, c'est un peu en lien avec ce que j'avais déjà expliqué, je dis stop. Ouais. Il faut savoir s'arrêter de temps en temps dans sa vie pour bien avancer ou accélérer dans d'autres moments. Et je le fais souvent. Et une autre chose, c'est comme je suis stressée, c'est un grand mot, hein, le stress, hein, mais comme je ne me sens pas à l'aise, je me rends compte maintenant de où les facteurs de stress viennent. Est-ce que c'est un facteur externe? Externe, ça pourrait être, j'ai un agenda trop chargé. Je déteste ça. C'est le piège. Je déteste ça. Et là, je ne me pose plus de questions, je regarde, et maintenant... mon entourage sait, je vais leur dire, j'ai vraiment beaucoup envie de te voir, mais pas la semaine prochaine, parce que ça ne me ferait pas plaisir, je suis trop chargée. Est-ce que tu es d'accord qu'on se voit que dans 2 semaines où j'ai beaucoup plus de l'air? Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de stress qui vient de nous-mêmes, de l'intérieur. Et ce sont par exemple nos croyances, à croire surtout comme on devient son propre activité, de croire de pouvoir ou savoir tout faire. Mais non, on ne peut pas. Donc, c'est à bien prioriser. Et voilà, ici, j'ai encore un peu, à l'intérieur de moi, je dois encore passer une autre formation et encore je dois savoir ça et encore faire ça. Je dois m'arrêter et je dois dire non. Et de où ça vient?
Et là, dans ce cas-là, c'est moi-même qui ai le piège. Voilà. Oui. C'est vraiment de dire non à soi-même et ses envies, quasiment aussi. Ah oui. Oui, c'est-à-dire ne pas être trop ambitieux par rapport à son propre agenda, être attentif à son temps et éviter d'avoir une trop grande to-do list interne avec de penser à des tas de choses que je dois faire ou des choses que j'aurais envie de faire. C'est ça en fait. C'est ça. D'accord. Ok, super. Et les conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs et à ceux qui nous écoutent, sans pas aller forcément trop avant, tu as parlé déjà de quelques astuces, le réveil, la respiration, le journal autoréflexif, faire sa propre analyse. Maintenant, il y a des personnes dans nos auditeurs, comme partout, qui peuvent avoir un accident de la vie ou une tempête de la vie, comme tu as pu en connaître, quelqu'un qui est dans l'épuisement professionnel, quelqu'un qui a un grand stress par rapport à perdre son travail. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Un conseil étant naturellement appartenant, étant ta manière de voir les choses. Mais qu'est-ce que tu leur dirais si j'ai quelqu'un qui arriverait, qui dirait je suis complètement stressé en ce moment, j'ai beaucoup de soucis au travail ou des problèmes personnels, familiaux. Ça serait quoi l'orientation? Ça serait... c'est une très grande question. Hein. Parce que la méditation, quand on est en tempête émotionnelle, non. Et c'est surtout, pas simple. Non, c'est pas simple. Et même, je dirais même, il faut mieux pas le faire. D'accord. Parce que beaucoup de gens parlent maintenant des pistes de la pleine conscience, le mindfulness to business, etc. Ouais. Mais c'est dangereux en même temps, hein, parce que les gens qui n'ont pas bien étudié, on peut faire aussi beaucoup de mal. Il faut savoir que la pleine conscience reste aussi un outil thérapeutique. Hein, ce sont beaucoup de thérapeutes, psychologues, même dans les cliniques qui en travaillent. Si on n'a pas bien étudié et on ne sait pas où il y a ses limites, ça peut même devenir dangereux. Hein. Pourquoi? Parce que si on a un traumatisme au travail, comme tu dis, hein, il y a beaucoup de traumatisme au travail, même aussi la perte de travail, ça peut être un traumatisme. Je sais que tu accompagnes des personnes qui ont perdu leur travail. Donc. Voilà, et moi, je le sais de moi-même, hein. Je sais que ça fait très très mal. Hein. Je veux dire, et maintenant, on laisse les gens un peu dans de la introspection de soi-même, ou même accompagné avec quelqu'un d'autre. Il y a les sentiments et les émotions et les pensées qui sortent de l'inconscience et on ne sait pas les canaliser. Ça peut être contre-productif. Hein. Il faut savoir, par exemple, que les émotions, il faut les permettre d'être là. Au lieu de tourner les dos aux émotions, peut-être ça pourrait être un conseil, c'est le contraire. Les émotions qu'on ignore devient de plus en plus grand. Si on a la peur, il faut se permettre d'avoir la peur au lieu de dire n'a pas la peur. C'est le contraire, c'est contre-productif. Donc voilà. Et je n'ai pas bien cette fois-ci répondu sur ta question. Si, c'est bien. Si, oui, c'est bien. Bien sûr. Donc tu dis que chaque situation, et d'ailleurs c'est pour ça que tu préconises, enfin dans ton cursus, toi tu fais toujours une séance individuelle avant les cycles collectifs pour bien comprendre la personne et peut-être avoir une orientation particulière. Voilà, ça aussi, hein, parce que les gens qui viennent, ils ne viennent pas que parce qu'ils s'intéressent à apprendre la pleine conscience. Ça existe aussi, mais dans 80% des cas, c'est plutôt déjà un épuisement, un stress chronique, un burn-out peut-être qui est déjà traité, mais où leur thérapeute a dit peut-être ça serait bien aussi en même temps à faire encore autre chose. Et si je vois une personne, déjà, je vois vraiment de quoi il s'agit.
Et j'ai déjà eu le cas aussi dans un dernier cours où j'ai parlé longtemps avec cette personne et j'ai plutôt orienté cette personne par rapport à un psychologue. D'accord. Parce que ça a été mal placé chez moi. Chez moi, je crois plus tard, c'est bien. D'accord. Mais D'abord, la souffrance. Voilà, il y avait une souffrance qu'on avait traitée d'abord autrement. D'accord. J'aurais beaucoup de questions, mais l'heure avance. Alors, une petite dernière, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Tu parles de l'épuisement professionnel, merci d'avoir évoqué ton parcours. Comment on le prévient, cet épuisement professionnel? Est-ce qu'il y a des signaux? Toi, c'est le corps qui a parlé beaucoup, c'est le corps qui parle, donc c'est déjà trop tard, parce que une fois que le corps parle, il va falloir un temps de reconstruction qui peut être plus ou moins long. Y a-t-il des signaux avant-coureurs, avant d'arriver à l'épuisement professionnel, qui pourraient nous mettre en alerte, qui pourraient nous dire il faut que je me fasse accompagner, ou il faut que je consulte? Y a-t-il des signaux? Bon, c'est qu'il est très... On parle des signes corporels, et c'est qu'il est très intéressant de savoir, surtout dans notre culture d'ici, souvent on ignore. Oui. Parce que notre cognition, c'est tellement fort, et on croit, mais non, j'y arrive. Et c'est complètement faux. Ouais. Notre corps nous donne tout de suite, et tout le monde sait, on a un mal à l'aise au ventre, peut-être c'est la voix qui commence à trembler, on a des mains qui tremblent, etc. Ça, c'est juste comme nous sommes dans une situation acute. Mais si pendant très longtemps, et je parle des années, on est constamment dans un environnement toxique, on ne se sent pas à l'aise, on commence déjà, on a du mal d'y arriver. Le plus proche on arrive à l'endroit, le moins on se sent bien. On commence à avoir une fatigue corporelle et peut-être le dimanche jusqu'au lendemain, le lundi, on commence à déjà dormir mal. Le dernier jour de vacances, on commence à avoir peur à retourner au travail. Tout ça, ce sont les signaux hyper importants. Et aujourd'hui, je dis, il faut surtout s'arrêter. D'accord. Il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de possibilités, et c'est pourquoi on ne les fait pas? Parce qu'on est dans sa boule. À un moment donné, on ne voit pas. On se voit plus, on se sent plus, on croit même, on doit le faire. Or, c'est complètement faux. D'accord. Merci beaucoup, Marianne. 2 dernières questions. La première, s'il y avait un livre à recommander, quel serait-il? Il y en a beaucoup. Hein? Oui, alors, je sais, un, c'est la règle. Si tu me demandes un seul. Un seul. Moi, je crois, pour les personnes qui ne connaissent pas, le premier livre que j'ai lu moi-même aussi sur la pleine conscience, j'ai déjà cité le nom de Jon Kabat-Zinn, qui était le créateur du programme de la base sur lequel beaucoup d'autres formations de la pleine conscience se sont fondées après. Et je suis même pas sûre que le livre existe en français, mais je peux le citer en anglais. C'est Full Catastrophe Living. D'accord. En allemand, je sais aussi, Gesund durch Meditation. Voilà. Et en français, je ne sais pas, parce que j'ai cherché aussi s'il existe. Et sur on mettra les références. On mettra, mais je veux dire... je pense qu'il y a dû y avoir une traduction en français. Voilà, je crois aussi, parce que je crois qu'il a été traduit dans 30 langues. Oui, alors le français fait partie quand des même, 30, j'espère. Voilà. Mais je crois, tous les livres, je crois il y a certains auteurs qui sont très connus dans ce domaine, et de commencer avec les livres de Jon Kabat-Zinn, je crois que c'est déjà une très bonne idée. Ça marche. Merci beaucoup. Dernière question. Qui me recommandes-tu d'inviter pour un prochain épisode? Peut-être. C'est même Jon Kabat-Zinn soi-même. Voilà. Oui, très bien, merci.
Merci beaucoup. Mélanie Lédier m'avait dit dans le premier épisode un vœu de Christophe André. Oh, je ne désespère pas. Mais oui, là aussi, toi, tu mets la barre très haute. Merci beaucoup. Tu as le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure cet entretien à nos auditeurs? En tout cas, je te remercie, Laurent, beaucoup de m'avoir donné la confiance de parler de ce sujet. Et aussi de quitter un peu mon zone de confort, à faire un entretien comme ça avec toi en français. Voilà. Vu qu'il s'agit quand même un peu un sujet complexe. Non, ça c'est super. Et je trouve de toute façon ton podcast où tu parles de l'humain et comme tu m'avais déjà expliqué, les sujets et les personnes que tu avais invitées, je trouve c'est très riche. C'est très riche notamment que autres personnes se rendent compte qu'il existe, à part de la pandémie actuelle, beaucoup de gens qui fréquentent les difficultés dans leur vie et qui a toujours un moyen à retourner les choses bonnes. C'est un beau message d'espoir, oui. Il y a toujours moyen, après une difficulté, de trouver une bonne voie, même si le chemin peut sembler difficile. Merci beaucoup Marianne, merci à tous de nous avoir écoutés. Je profite de ces dernières secondes pour vous rappeler, parce que j'ai eu un retour positif sur en particulier le jingle. Donc le jingle a été composé par Laurent Bernat qui nous enregistre aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir Marianne. Au revoir Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, I feel.